Voilà, donc ravi d'être avec vous ce matin. Donc, on m'a demandé d'évoquer avec vous les choix d'une mesure de protection juridique adaptée. Et donc, on m'a fait remonter vos questions. Donc, j'ai essayé de vous faire une intervention un petit peu sur mesure. Donc, j'espère que ça vous conviendra. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à soit à envoyer des questions dans le chat. Je regarderai de temps en temps ou alors, je ne sais pas si moi, je vais vous voir. Ouais, si je fais comme ça, je peux vous voir par moment. Mais n'hésitez pas à mettre une petite main ou Angela, quand vous voyez qu'il y a Oui, une question, vous reprenez le micro et puis vous me dites, d'accord? d'accord. Voilà. Donc, puisque l'objectif, c'est quand même que vous puissiez comprendre ce qu'on fabrique. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ah, là. C'est bon. Donc, dans les questions que vous aviez, il y avait notamment une grosse interrogation par rapport à l'habilitation familiale. Je pense que vous connaissez tous déjà curatelle, tutelle, sauvegarde de justice, mais on refera un petit point. Mais je vais d'abord prendre le temps quand même de vous expliquer l'habilitation familiale, puisqu'il y a des nouveautés qui ont été intégrées au niveau de l'habilitation familiale et que c'est quand même une mesure très, très intéressante, surtout si tout va bien dans la famille, que tout le monde est d'accord et qu'il y a un consensus par rapport à la nécessité d'une mesure de protection et un accord sur qui exerce cette mesure de protection. Donc, effectivement, c'est un dispositif qui est quand même beaucoup plus simple à mettre en place que la tutelle ou la curatelle, puisque dorénavant, on peut également avoir des mesures d'habilitation familiale en assistance, hein, puisque jusqu'à il y a 2 ans en arrière à peu près, on avait la possibilité que d'avoir des habilitations familiales en représentation. Maintenant, on a cette nouveauté-là aussi. Donc, à partir de là, effectivement, on est quand même sur une mesure qui va être beaucoup plus confortable. Alors, qu'est-ce que c'est l'habilitation familiale? Vous le savez pour beaucoup déjà, je pense. C'est simplement, ça permet effectivement d'avoir exactement les mêmes pouvoirs qu'un tuteur ou un curateur, mais dans le cadre d'une mesure qui va être déjà qui n'a pas les mêmes connotations, puisqu'on parle d'habilitation familiale, on ne va pas parler de curatelle et de tutelle. On va être dans vraiment, c'est une mesure qui va être accordée au sein de la structure familiale, hein, donc ça ne peut pas être exercé par un tiers qui n'est pas allié. Attendez, j'admets quelqu'un. Voilà. Ça ne peut pas être exercé par une personne tierce, c'est-à-dire par une personne qui n'a pas de liens familiaux avec la personne qui va être mise sous protection, puisque ceux qui peuvent être désignés pour exercer une habilitation familiale doivent nécessairement être soit le parent, le grand-parent, l'enfant, le petit-enfant, un frère, une sœur, un conjoint, un partenaire pacsé ou un concubin. Donc, effectivement, c'est vraiment une mesure qui va s'exercer dans la sphère familiale. Dès que ce n'est plus l'objet, enfin, dès que vous vous dites non, mais dans la sphère familiale, on ne veut pas exercer cette mesure, ou on ne veut pas, par exemple, on voudrait bien être tuteur à la personne ou curateur à la personne, mais on n'a pas du tout envie de s'occuper de la gestion des biens. Là, ce n'est plus l'habilitation familiale qu'il faut solliciter, mais c'est bien une mesure de protection classique, puisque on ne pourra pas vous l'accorder si vous demandez l'intervention d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Donc, du coup, de la même manière qu'une tutelle ou une curatelle, en fait, vous pouvez être plusieurs à vous partager l'habilitation, puisque vous pouvez avoir, par exemple, un habilité qui va s'occuper de la personne et un habilité qui va s'occuper de la gestion des biens. Donc, c'est vraiment très, très adaptable. Donc, on peut exercer cette mission de manière conjointe et donc, on est vraiment sur un maximum de souplesse. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
à partir du moment où il y a un conflit dans la famille, il n'est absolument pas possible d'obtenir une habilitation familiale. L'habilitation familiale va véritablement nécessiter que tout le monde soit d'accord. Et d'ailleurs, on va y revenir après. Je vais vous montrer la liste des documents à produire pour pouvoir obtenir cette habilitation familiale auprès du juge des tutelles. Dans les conditions, dans les pièces à fournir, il y a les attestations des différents membres de la famille, comme quoi ils sont d'accord avec la mise en place d'une habilitation familiale et ils sont d'accord avec la désignation du ou des habilités familiaux. Donc, vous voyez, ça nécessite vraiment cette entente au niveau de la famille. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où on obtient cette habilitation familiale, ce qui est vraiment facilité, c'est que vous ne voyez le juge qu'au moment où vous avez l'audience pour mettre en place la mesure d'habilitation familiale, et vous ne reverrez le juge qu'au moment où il faudra éventuellement demander sa prolongation parce que vous l'aviez obtenue pour 5 ans et vous souhaitez qu'elle soit redonnée à l'issue des 5 ans. Donc, mais donc, le contrôle du juge est beaucoup moins important que dans le cadre d'une curatelle ou une tutelle, puisque dans le cadre il n'y a pas de compte de gestion à produire au juge toutes les années, comme dans la curatelle ou la tutelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir les comptes de gestion, puisque dans tous les cas, effectivement, vous pouvez avoir le souhait vous pouvez avoir surtout, à un moment donné, quelqu'un qui se dit vous n'êtes pas en train de gérer les choses correctement. Et à ce moment-là, effectivement, eh bien, il peut y avoir un contrôle du juge parce que la personne qui estime que vous n'exercez pas votre mission d'habilité familiale correctement demande au juge de vérifier, en tout cas s'inquiète auprès du juge que la mission n'est pas accordée, n'est pas exécutée correctement. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un contrôle a posteriori des comptes précédents. Donc, on n'a pas à les remettre chaque année au juge ou au greffe, comme vous pouvez le faire dans le cadre d'une tutelle comme vous êtes obligé de le faire dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle, mais il peut néanmoins y avoir un contrôle, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir les comptes de gestion. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, ce qui est intéressant aussi dans l'habilitation familiale, c'est qu'elle peut être générale ou elle peut être limitée à quelques actes. Donc, on parle soit d'habilitation familiale générale ou d'habilitation familiale spéciale. Si l'habilitation familiale est générale, eh bien, la personne habilitée va pouvoir accomplir pour son proche tous les actes d'administration, donc régler les dépenses courantes, ouvrir un compte bancaire, conclure un emprunt, une donation au nom de celui-ci, tout ce qui a été prévu en tout cas par le juge, sous réserve que effectivement de toujours agir dans l'intérêt de la personne pour laquelle elle intervient. Donc, elle va également pouvoir, dans le cadre de cette habilitation générale, effectuer des choix médicaux, choisir le lieu de résidence de la personne. Elle a la possibilité de le faire entrer dans une maison de retraite. Elle peut également elle va pouvoir accomplir tous les actes nécessaires dans le cadre de cette habilitation générale et elle va avoir en gros les mêmes pouvoirs qu'un tuteur. Donc, cette habilitation fait également l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, puisque c'est quand même une restriction forte à ses propres possibilités. Alors, il faut que je bouge ça. Hop. Donc, par contre, elle ne pourra pas accomplir d'actes qui impliquent un consentement strictement personnel de la personne, comme par exemple des actes relatifs à l'autorité parentale. Ça, ce sont des actes qui restent accomplis par la personne à protéger.
Alors que l'habilitation familiale spéciale, elle va être limitée à des actes déterminés, qui peuvent être soit des actes qui sont relatifs au bien ou à la personne protégée, par exemple à des décisions médicales. Donc, par exemple, c'est le cas, par exemple, moi j'ai déjà vu des situations où effectivement la situation de santé à un moment T requérait de pouvoir prendre des décisions pour la personne. Il avait été demandé une habilitation spéciale en urgence pour pouvoir prendre ces décisions. Mais effectivement, c'était uniquement ponctuel parce qu'on savait qu'une fois que la personne serait sortie de son coma, par exemple, eh bien, elle pourrait reprendre ses activités. Alors, comme je vous ai dit, donc, effectivement, ça ne nécessite pas de rendre de compte au juge, sauf dans le cas d'un projet de donation ou d'éventuels conflits d'intérêts ou de dispositions à prendre sur le logement de la personne. Par exemple, récemment, là, j'avais eu la situation d'une dame qui voulait louer le logement que sa maman laissait vacant parce que sa maman rentrait en maison de retraite. Eh bien, dans ce cas-là, il y a un conflit d'intérêts puisqu'elle est habilitée familiale pour sa maman et en même temps, elle veut devenir sa locataire. Donc là, il faut absolument s'en référer au juge. Mais autrement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est vrai que le contrôle du juge, il est très léger, donc beaucoup moins contraignant, donc moins lourd psychologiquement aussi. Donc j'insiste, hein, c'est un cadre très souple, mais de ce fait-là, il faut être encore plus particulièrement attentif à vraiment agir toujours dans l'intérêt strict de la personne que vous protégez et pas dans votre intérêt ou dans l'intérêt de quelqu'un d'autre, même si le quelqu'un d'autre pourrait être un des enfants de la personne. Donc, par exemple, effectivement, la personne protégée imaginons, vient de toucher un héritage important qui fait qu'au niveau de la succession, par exemple, il y aurait un intérêt à pouvoir faire des donations à ses enfants pour éviter par la suite une fiscalisation trop importante sur la succession. Là, on n'est pas dans l'intérêt de la personne puisque c'est pas elle qui va supporter les frais de succession, on est dans l'intérêt de ses enfants. Donc à partir de là, effectivement, ça requiert de s'en référer au juge. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est que depuis mars 2019, en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même une mesure qui était quand même très facilitatrice pour les familles, aussi qui psychologiquement est plus facile aussi par les familles, parce que quand on parle de tutelle, de curatelle, il y a tout en arrière-fond avec la tutelle, la curatelle qui est assez lourd et puis vous êtes tuteur de quelqu'un, c'est pas exactement, on met pas les mêmes choses derrière psychologiquement que quand on est habilité familial de quelqu'un. Donc, on l'avait prévu pour tout ce qui était représentation de la personne, donc dans les cas les plus lourds, c'est-à-dire où la personne n'est plus capable de gérer ses biens et sa personne. Donc là, on avait déjà mis en place ce dispositif. Donc du coup, il a été étendu pour pouvoir proposer quelque chose de similaire à la curatelle. Donc quelqu'un qui a quand même des capacités à gérer ses comptes ou à gérer sa personne, qui a besoin d'être accompagné mais pas représenté, va effectivement également pouvoir bénéficier dorénavant d'une habilitation familiale, mais qui sera en assistance en fait. Donc aujourd'hui, vous avez donc cette habilitation familiale en assistance qui peut là aussi être ponctuelle ou générale. Et donc, comme je vous l'ai exposé, l'habilitation familiale en représentation qui peut être ponctuelle ou générale. De plus, on a également créé à cette occasion une passerelle juridique parce qu'avant 2019, quand vous demandiez une tutelle, quand vous demandiez une mesure de protection juridique et que vous aviez rempli les documents pour obtenir une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle, on ne pouvait vous accorder que ça. Et même si le juge estimait qu'il serait pertinent de vous accorder une habilitation familiale parce qu'il y a un consensus dans la famille, parce que la famille s'entend
s'entend bien, qu'il n'y a pas de litige, il n'avait pas la possibilité de vous faire bifurquer vers une habilitation familiale. De la même manière, si le juge était saisi d'une demande d'habilitation familiale en représentation à l'époque, eh bien, il ne pouvait pas, il était obligé de refuser l'habilitation familiale parce qu'elle n'était pas cohérente, par exemple, parce qu'il se rendait compte au moment de l'audience que la famille n'était pas du tout d'accord sur les dispositions à mettre en place au bénéfice de la personne protégée. Et du coup, il devait vous demander de refaire une demande pour une mesure de tutelle, ou en tout cas, la procédure n'était pas très simple. Donc maintenant, il y a une passerelle juridique, et que vous demandiez une habilitation familiale ou que vous demandiez une tutelle, si le juge estime que, par exemple, vous avez demandé une tutelle et que ce serait mieux une habilitation familiale, il pourra vous accorder l'habilitation familiale. Si, à contrario, vous avez demandé l'inverse, eh bien, il pourra faire le nécessaire. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple actuellement. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est uniquement… Alors, je vois, il y a… la personne qui a levé la main, je n'arrive pas à lire son nom, mais si elle veut me poser une question, il n'y a pas de souci, allez-y. Oui, bonjour à tous. Je suis Ramagen. Je suis la maman de Massamba. Bonjour Angela. Massamba qui a une maladie d'Hunter. Donc, la question, moi, concernait la passerelle juridique. Parce que Massamba, je suis sa tutrice actuellement, mais ses frères et sœurs, je n'ai pas de parents en France. Ses frères et sœurs sont à l'étranger. Ma question, c'est, je suis sa tutrice actuellement. S'il m'arrive quelque chose subitement, est-ce que c'est possible, dans le cadre d'une habilitation, d'avoir ça en parallèle? Je m'explique, c'est-à-dire que ces frères et sœurs qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils peuvent avoir une habilitation dans l'optique où, s'il m'arrive quelque chose dans l'urgence, qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre les décisions? Parce qu'à ce jour, il m'arrive quelque chose, je n'ai pas de concubin, je n'ai pas de pacsé, de concubin, je n'ai pas de parents qui sont sur place. Voilà, comment est-ce que je peux gérer cela? Est-ce que l'habilitation est la bonne solution? Voilà. Non, alors là, votre fils donc vous êtes sa tutrice, donc Oui. il y a un régime qui a été mis en place, c'est la tutelle. Vous ne pouvez pas avoir en parallèle une tutelle et une habilitation familiale, c'est l'un ou l'autre. La passerelle, c'est simplement au moment où vous comparez devant le juge, il estime que finalement, il n'est pas nécessaire de mettre dans le cadre contraignant de la tutelle et qu'on peut se contenter du cadre plus souple de l'habilitation familiale. Et dans ce cadre-là, effectivement, il peut vous proposer d'être plutôt sur une habilitation familiale que sur une tutelle. Mais autrement, ça reste pareil. Donc là, c'est soit vous demandez… vous demandez, par exemple, lors d'une prochaine audience au juge de désigner un co-tuteur avec vous. Et dans ce cas-là, ou à ce moment-là, vous expliquez au juge que jusqu'à présent, vous étiez sous un régime de tutelle et que vous souhaiteriez être sous un régime d'habilitation familiale et d'être en à plusieurs à gérer cette habilitation familiale. Là, ça vous permettrait effectivement de désigner quelqu'un qui ferait une co-gestion, soit de l'habilitation familiale, soit de la tutelle avec vous. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vos enfants sont à l'étranger, donc le juge va quand même être réticent, parce que la proximité est quand même très, très importante dans le cadre que ce soit l'habilitation familiale ou la tutelle, hein, on est sur les mêmes principes. On est quand même, voilà, comment est-ce que vos enfants vont s'occuper de votre fils s'ils sont à l'étranger? Ils ont effectivement, ils ont la possibilité de venir, en gros, ils ne vivent pas ici 2 fois dans l'année, mais c'est vrai que moi, ça me pose, c'est une interrogation. Qu'est-ce qui se passe si subitement, je ne peux plus faire face? Subitement, vous ne pouvez plus faire face. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il faudrait, dans ce cas-là, normalement, alors ce qui serait intéressant, c'est déjà que vous l'indiquiez dans votre dossier médical partagé, hein, ça va devenir mon espace santé bientôt.
En tout cas, il faudrait que vous renseigniez dans votre dossier médical partagé le fait que vous êtes tutrice de votre fils, ce qui permettrait, en cas d'urgence, parce que c'est à ça que vous pensez, j'imagine, Oui, hein, c'est un accident, c'est oui, voilà, une mort subite, je ne sais pas. ou un décès. Mhm. À partir de là, on va tout de suite, il va y avoir une alerte parce que les médecins qui vont ouvrir votre dossier médical partagé vont voir que vous êtes tuteur aidante d'une personne vulnérable et à partir de là, ils vont prendre les dispositions pour protéger cette personne vulnérable. Donc, ils feront remonter l'information au juge des tutelles, etc. Là, on sera dans une situation d'urgence et il y aura a priori des choses qui seront mises en place tout de suite pour protéger. Votre fils vit avec vous, c'est ça? Oui, il est en foyer, mais bon, après, il est avec moi les week-ends, mais il est en foyer. Mais, Ouais. Alors, mais s'il est en foyer, déjà, il est quand même, il n'est pas en danger immédiat puisqu'il est quand même dans un foyer. bah, après, c'est surtout sur la gestion matérielle, parce que, bon, même s'il est en foyer, effectivement, il n'est pas en danger. Mais sur la partie, je dirais, financière, voilà, c'est quelque chose que je suis de très près. Oui, 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 bien sûr. Mais bon, là, si vous voulez, a priori, vous êtes quand même en relation avec le foyer Bien sûr, bien sûr, régulièrement. bien sûr, Donc, bien sûr. s'il vous arrive quelque chose, le foyer va aussi faire une alerte. D'accord. Mais là, très probablement, si le juge peut refuser que la tutelle ou l'habilitation familiale soit accordée à vos enfants du fait qu'ils ne sont pas en Ils sont à proximité l'étranger. D'accord. et il OK. préférera désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ouh, OK. Bon, OK. Merci. Et voilà. Euh, Donc, Pas de solution, en fait. Ouais. Ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas ben, voir. c'est compliqué si vous voulez. Alors, si c'est que du financier, ben, il faut préparer un argumentaire en expliquant qu'ils peuvent suivre les comptes de l'étranger parce que tout est Tout dématérialisé. à fait. Ouais, bien Après, sûr. à avoir, mais puisque D'accord. votre fils, il est quand même dans un foyer, donc Oui. voilà. Voilà. Mais donc, s'ils arrivent à tout suivre de l'étranger, mais là, il faudra le démontrer au juge qu'effectivement, le fait d'être à l'étranger n'empêche pas de Mhm. suivre les questions, toutes les questions financières, etc. Et puis après, il reste la gestion de la personne. Donc, Bien sûr. c'est aussi de pouvoir expliquer au juge qu'ils se mettent, qu'ils prennent régulièrement contact avec le foyer de manière à comment qui prennent contact avec le foyer de façon à quand même par rapport à la prise de décision médicale, etc. En fait, la crainte du juge, ça va être qu'à un moment donné, ce soit bloqué parce qu'ils sont loin et qu'ils ne peuvent pas réagir. D'accord. Donc, OK. si vous arrivez, je ne dis pas que c'est impossible, hein, je vous dis juste qu'il va falloir préparer un Oui. argumentaire solide parce que Mhm. la première tendance du juge, ce sera de désigner quelqu'un en proximité. D'accord. Même D'accord? si, voilà, OK. Il y avait une autre, Merci. il y avait une autre question par rapport lors du renouvellement. Est-ce qu'il y a des passerelles? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui a une tutelle peut aujourd'hui passer à une habilitation familiale facilement? Il faut la demander au juge, en fait. À partir du moment où on fait le demande de renouvellement d'une mesure, donc si c'est dans le cadre d'un renouvellement, à condition, j'insiste, hein, il faut vraiment qu'il y ait une entente au niveau familial. S'il n'y a pas d'entente au niveau familial, ce n'est pas possible. Mais donc là, ce qui serait intéressant, c'est effectivement dans le cadre d'un renouvellement de demander au juge si voilà que finalement tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui il y a les possibilités d'une habilitation familiale et voir avec le juge s'il accepte de passer sur une habilitation familiale. On voit beaucoup, par exemple, avant que l'habilitation familiale ne puisse être proposée, parce que ça date que de 2015 quand même, l'habilitation familiale. Donc, les juges, souvent, quand ils voyaient que c'était des familles où il n'y avait pas de problème, etc., ils enlevaient l'obligation de remettre les comptes de gestion chaque année. Donc, ils avaient déjà voilà, ce souci d'alléger les choses. Après, je ne vous cache pas que pour un juge, si tout va bien, si effectivement la situation lui semble suffisamment sécurisée par une habilitation familiale, lui, il s'enlève du travail aussi, hein, puisqu'il ne vous revoit pas, à moins d'avoir un souci.
Donc c'est pas anodin, hein, le fait qu'on ait fait que toutes ces facilités ont été mises en place. C'est aussi pour alléger la charge de travail des juges, parce qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas assez en France. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut demander une mesure d'habilitation familiale, il faut, de la même manière que pour la tutelle, la curatelle, une sauvegarde de justice, ou même pour la mise en œuvre d'un mandat de protection future, il faut nécessairement faire examiner son proche par un médecin choisi sur une liste qui est donc établie par le procureur de la République pour obtenir un certificat médical circonstancié qui établit l'altération des facultés. Si on n'a pas, c'est vraiment la pièce maîtresse de toute procédure pour obtenir une protection, c'est de prouver que médicalement, la personne a besoin d'être protégée. Soit parce qu'il y a une altération de ses capacités cognitives, soit parce qu'il y a une altération de ses capacités de sa santé mentale, soit parce qu'il y a une altération de ses capacités physiques, mais en tout cas, il faut prouver que la mesure est justifiée d'un point de vue médical. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, elle est souvent plus simple à accepter pour la personne protégée qu'une curatelle ou une tutelle, hein, c'est ce que je vous évoquais là tout à l'heure. Par contre, si le proche avait souscrit un mandat de protection future, là, ce ne sera pas l'habilitation familiale qui sera choisie, mais bien le mandat de protection future qu'il faut mettre en œuvre, hein. Donc, ça reste la même chose que par rapport, dès qu'il y a eu un mandat de protection future, c'est le mandat de protection future qui a la priorité, à moins qu'on détermine que le mandat de protection future ne serait pas dans les intérêts de la personne. Donc, alors, il me manque une page, où est-ce qu'elle est ? Ah, voilà. Alors, l'habilitation familiale, elle est donc, la demande est à adresser au greffe du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger. Comme la curatelle ou la tutelle, hein, c'est exactement la même procédure. D'ailleurs, aujourd'hui, le formulaire de demande, il vous propose, il est commun à la tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale. Vous devez donc cocher dans le formulaire ce que vous souhaitez. Ensuite, vous devez joindre ce fameux certificat médical circonstancié établi par ce médecin expert. Vous devez joindre également la copie intégrale de l'acte de j'admets quelqu'un. Vous devez également joindre la copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger. Vous devez aussi fournir le justificatif de domicile de la personne à protéger, une copie d'identité, de la pièce d'identité de la personne qui demande la mesure de l'habilitation familiale ou la curatelle ou la tutelle, bien évidemment, un justificatif de lien de parenté entre le demandeur et la personne à protéger. Ça, c'est une pièce complémentaire. Ça, vous n'en avez pas besoin si vous demandez une curatelle ou une tutelle. Mais par contre, si vous demandez effectivement une habilitation familiale, il faut justifier du lien de parenté. Un descriptif du patrimoine et la liste détaillée de l'entourage de la personne à protéger. Et en plus, ce qui n'est pas indiqué là, c'est que normalement, si les différentes personnes ne peuvent pas venir à l'audience, il faut que chacune des personnes ait rédigé une attestation dans laquelle il spécifie qu'il est d'accord avec la mise en place de l'habilitation familiale et également d'accord avec votre désignation en tant qu'habilité familiale ou la désignation conjointe de deux personnes, une pour, par exemple, une habilité familiale à la personne et une habilité familiale au bien. Donc, le juge va être obligé de vérifier l'accord de tous les proches afin de se prononcer sur le choix de la personne habilitée, également sur l'étendue de ses missions et sur la durée de la mesure. Donc, vous voyez, j'insiste vraiment, je sais que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est une mesure qui ne peut être prise que s'il y a vraiment un accord en intrafamilial. S'il n'y a pas d'accord, c'est même pas la peine d'aller la demander. Donc, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où il a prononcé la mesure, il ne va plus vous rencontrer, sauf lors de la demande de renouvellement ou en cas de difficulté ou lorsque certains actes vont requérir son autorisation, comme une donation, ce que je vous avais expliqué là tout à l'heure. Donc, l'habilitation familiale, elle est accordée pour maximum 10 ans.
elle peut être renouvelée une fois pour la même durée si nécessaire, ou pour une durée plus longue, mais qui ne doit pas excéder 20 ans, et seulement si l'altération des facultés de la personne est irrémédiable. Et il faut avoir l'avis conforme du médecin, c'est-à-dire le médecin va estimer qu'effectivement, donc ça, les médecins experts, ils le savent, hein, donc ils le spécifient, qu'effectivement, l'état de santé de la personne justifie une habilitation familiale pour 10 ans, et dans le cadre d'un renouvellement, à ce moment-là, ils pourront dire que son état de santé, malheureusement, ne s'améliorera pas et qu'on peut d'emblée lui accorder 20 ans. Donc, ça, c'est des choses qui sont faites régulièrement. Je vois qu'il y a peut-être des questions. Alors, il y a quelqu'un qui demande si, lorsqu'on demande une cogestion, il faut les justificatifs de toutes les personnes. Oui. À partir du moment où il y a une cogestion, ça veut dire qu'il y a 2 demandeurs par rapport à cette mesure d'habilitation familiale. Donc, il faudra apporter tous les justificatifs, le justificatif du lien de parenté et également la copie d'identité des 2 demandeurs, par exemple. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui demande, qui dit que c'est compliqué de trouver un médecin qui connaisse vos maladies. Là, malheureusement, non, il ne faut pas faire 2 dossiers, c'est le même dossier. Donc, vous introduisez. Donc, dans le cadre de la cogestion, parce qu'ils ont rajouté une deuxième observation. Donc, dans le cas d'une cogestion, il y a bien un seul dossier à introduire auprès du juge, mais avec la mention du fait qu'il y aura, que la demande, c'est une cogestion avec telle personne en tant qu'habilité familiale à la personne, ou sans même donner les détails, mais en tout cas de dire que il y a que ce qui est souhaité, c'est la désignation de 2 habilités familiaux. Et tout se fait dans un seul dossier. Ne faites pas 2 dossiers parce que ça va plutôt compliquer la gestion qu'améliorer la gestion. Mais il faut bien mettre tous les documents dans un seul dossier. Alors, y a-t-il des frais? Est-ce qu'il y a des frais? Oui, il y a des frais par rapport au dossier par rapport au certificat médical circonstancié. Mais normalement, c'est à la personne qui va être mise sous mesure de protection de régler ses frais, hein, puisque je crois que c'est toujours 160 € la visite médicale avec le médecin expert afin d'établir ce certificat médical circonstancié. Donc, vous avez ces frais-là. Donc, Alors, on me demande si la personne habilitée peut avoir un mot à dire concernant des choix médicaux. Oui, si dans le cadre de la demande d'habilitation et dans le cadre et si vous voulez, il va y avoir donc le médecin va établir un certificat médical circonstancié qui va expliquer, qui normalement va détailler l'état de santé de la personne et qui va également faire état de quelles sont ses capacités résiduelles, notamment cognitives et autres. De plus, dans ce cadre-là, il y aura l'audience et le juge se fera aussi une opinion à l'audience, et donc le juge peut donner peut dire pour quel type d'actes médicaux l'habilité familiale peut intervenir, tout comme il peut lui laisser exactement les mêmes pouvoirs qu'un tuteur. Que je vous avais évoqué une mesure d'habilitation familiale ponctuelle par rapport. Là, c'était par exemple la demande médicale, c'était il fallait le consentement de la personne pour implanter un dispositif, une pompe à morphine de mémoire. Et la personne n'était pas en capacité de donner son consentement, et ce n'était pas un acte urgent et vital. Du coup, son conjoint s'est vu accorder une habilitation familiale ponctuelle pour pouvoir donner, pour se prononcer par rapport à cette pompe à morphine. Donc, ça peut être plus ou moins étendu, ça c'est la décision du juge.
mais le plus souvent, en fait, on vous donne les mêmes pouvoirs qu'un tuteur. Donc, à partir de là, ça ne veut pas dire pour ça que la personne protégée n'a pas son mot à dire. Tout acte médical doit être expliqué à la personne protégée en essayant d'adapter le plus possible, comment dirais-je, de lui parler dans des termes les plus compréhensibles pour elle. Donc, il faut que le médecin et il faut que l'habilité familiale explique à la personne de manière à ce qu'elle puisse comprendre. On peut faire des dessins, on peut lui faire voir un dessin animé, une bande dessinée, enfin, on peut utiliser de tout moyen, mais l'idée, c'est quand même d'essayer qu'elle puisse comprendre quel est l'acte médical à poser. Donc, à partir de là, si la personne elle est d'accord, ou en tout cas qu'elle n'oppose pas vivement un désaccord, on peut procéder à l'acte. Si par contre elle est en désaccord très important, là aussi, ça va dépendre de sa capacité de discernement. Il y a des personnes protégées qui normalement, c'est leur tuteur ou l'habilité familiale qui effectivement peut prendre les décisions médicales pour elle-même, mais à partir du moment où la personne protégée dit non, à ce moment-là, ça peut retourner devant le juge des tutelles de manière à décider si oui ou non on pose l'acte ou pas. Dans la mesure où, alors pour vous prendre un cas concret, c'est un monsieur qui était, alors c'est pas dans votre pathologie, mais j'ai pas d'exemple dans votre pathologie, mais c'est un monsieur qui s'était blessé au niveau de son pied et qui, lorsqu'il est allé, enfin, il y avait un début de gangrène, peut-être pas de la gangrène, mais enfin, une infection très, très grave qui était présente. Et le médecin avait donné deux choix, soit une antibiothérapie très, très lourde, avec d'ailleurs, je crois, 2 antibiotiques différents à prendre, plus des soins 2 ou 3 fois dans la journée pour essayer de sauver le pied, ou alors une amputation au niveau de la cheville. Le risque étant, si on était sur l'antibiothérapie et les soins, c'est qu'il fallait vraiment être très, très rigoureux par rapport à ça. Parce que le risque, c'était que l'infection progresse et de ne pas avoir une amputation au niveau de la cheville, mais une amputation au niveau du genou. Donc, le tuteur, lui, il était pour l'amputation en se disant comme ça, il sécurisait les choses. Et le monsieur, lui, ne voulait pas qu'on lui ampute le pied. Ils sont passés en urgence devant le juge des tutelles, qui s'est rendu compte que le monsieur avait dont la personne protégée avait très bien compris de quoi il s'agissait, que effectivement, lui, il avait bien compris que ça allait aussi être douloureux, que ça allait être compliqué, qu'il allait devoir se soumettre 2-3 fois par jour à des soins, et qu'il avait tout compris. Eh bien, le juge des tutelles lui a donné raison, et effectivement, il n'y a pas eu d'amputation, il a suivi son antibiothérapie, et bon, il se fait qu'il a sauvé son pied. Donc voilà, en principe, c'est bien l'habilité familiale peut prendre les décisions pour la personne, mais ça n'empêche qu'il faut quand même essayer d'obtenir l'accord de la personne. S'il y a un non et quand même des capacités de discernement de la personne, c'est le juge qui tranchera. Alors, pour la vaccination, alors je sais que c'est le sujet d'actualité, c'est pareil, soit la personne, si la personne veut la vaccination et que le tuteur, enfin que l'habilité familiale ne veut pas la vaccination, c'est le juge qui va trancher. Mais a priori, c'est la volonté de la personne qui prime quand même. Et si le tuteur veut la vaccination et que la personne ne veut pas de la vaccination, c'est pareil, s'il y a un état de discernement qui lui permet d'être entendu, enfin, de faire valoir les choses, à ce moment-là, elle pourra quand même s'opposer à la vaccination. Donc oui, elle a quand même la possibilité, malgré tout, de s'opposer à certains choix médicaux si elle en a le discernement. J'espère que j'ai répondu. Alors, oui, les personnes, alors on y reviendra, mais sur le droit de vote, la loi a beaucoup évolué et maintenant, les personnes protégées conservent leur droit de vote.
Donc, oui, donc bon, il y a quelqu'un qui dit que c'est pas toujours simple, qu'effectivement, pour un simple Panari, je suppose que son fils n'était pas coopérant. Et oui, oui, je dis pas que c'est toujours simple, hein, si vous voulez, que ce soit les mesures d'habilitation familiale ou de tutelle, on est quand même sur des mesures où effectivement on a une personne à protéger, mais où on a essayé de quand même préserver aussi la possibilité pour cette personne de préserver, quand elle est en capacité de discernement, de pouvoir quand même avoir de pouvoir dire quelque chose pour elle-même, hein. Donc, ça, je voulais. Donc, comment est-ce qu'elle se termine? Elle se termine à tout moment si le juge estime qu'elle n'est plus nécessaire, hein, ou à la demande de l'un des proches parce que le proche estime que la situation va beaucoup mieux, ou à la demande du procureur de la République, mais toujours avec un avis médical, c'est-à-dire on refait une visite médicale avec le médecin expert qui a été agréé par le procureur, un des médecins experts agréés par le procureur de la République, qui va établir un certificat médical circonstancié qui permettra effectivement de considérer que la personne va mieux. Alors honnêtement, dans vos pathologies, je ne pense pas que ce soit possible, hein. Donc après réalisation des actes pour lesquels elle a été demandée, donc ça on est plutôt dans l'habilitation familiale ponctuelle, hein, que je vous ai évoqué. Si vous demandez, mais bon là pareil, je pense que dans le cadre de votre pathologie, ça va plutôt être des habilitations générales qu'il faut demander, pas des habilitations ponctuelles. Et enfin, l'expiration de la durée fixée en l'absence de demande de renouvellement. Effectivement, c'est comme pour la tutelle ou la curatelle, si à l'expiration de la date fixée pour la tutelle, la curatelle ou l'habilitation familiale, s'il n'y a pas de nouvelle demande, il n'y aura pas de rappel du dossier. Ou si une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle est accordée pour protéger les intérêts du majeur. Donc là, ça va être, on se rend compte qu'il y a un tiers ou une personne de la famille qui se rend compte que vous ne menez pas votre mission correctement et qui en informe le juge des tutelles en disant l'habilité familiale, il se désintéresse, il n'est pas présent, il n'a pas protégé les droits de la personne, que sais-je. Et effectivement, à ce moment-là, ça retourne auprès du juge des tutelles qui peut décider de mettre fin à la mesure d'habilitation familiale et de remplacer cette mesure par une mesure de tutelle, ou encore, bien évidemment, en cas de décès de la personne protégée. Alors, il y a une question, oui. Il y a une question sur combien de temps avant la date d'expiration il faut faire le renouvellement? En principe, on dit toujours, vu la charge des juges, il faut quand même prévoir un délai, hein. Donc, quand vous voyez que vous êtes dans la dernière année, il faut demander, puisque normalement, le juge a 12 mois pour vous convoquer. Donc, l'idée, c'est quand même, moi, je pense, dans l'année qui précède la fin de la mesure, il faut faire la demande de renouvellement. Merci. Alors, Donc, après, je vous ai fait un petit comparatif entre les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et du tutelle. Donc, c'est pour vous faire un petit rappel parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont qui connaissent déjà. Donc, la sauvegarde de justice, c'est vraiment la première mesure. C'est celle qui s'adresse aux personnes, en principe, qui subissent une perte d'autonomie temporaire, ou celles qui ont besoin d'une mesure plus protectrice, mais on va déjà mettre la mesure de sauvegarde de justice en attendant la mesure plus protectrice qui sera la curatelle ou la tutelle. Comme je vous l'ai dit, la curatelle, c'est plutôt une mesure qu'on va mettre en place si la personne a un besoin d'assistance, mais pas de représentation, c'est-à-dire elle arrive quand même à gérer son quotidien, elle peut faire les choses à partir du moment où on les lui explique. Il s'agit plutôt d'un accompagnement. Alors bien sûr, vous avez les tutelles, les curatelles renforcées. Ben là, c'est pareil parce que les juges ont quand même la possibilité de moduler
la curatelle qui peut être plus ou moins contraignante de manière à être adaptée le plus possible à la situation de la personne. Les curatelles renforcées se rapprochant quand même très très fort de la tutelle, puisque là, la personne peut avoir encore certaines choses qu'elle peut faire, une petite gestion de certaines choses, mais malgré tout limitée. Donc du coup, mais on est quand même dans, si vous voulez, il faut retenir que la curatelle, on est dans de l'accompagnement. La personne va quand même pouvoir faire des choses, mais en étant accompagnée. Alors que la tutelle, c'est la mesure la plus lourde. C'est vraiment, la personne a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Donc, de la même manière que pour l'habilitation familiale, on retrouve exactement les mêmes choses à cause d'une altération de ses facultés mentales ou physiques et qui sont durables. Et elle ne peut être prononcée que si il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. Puisque aujourd'hui, et déjà depuis 2007, en fait, le principe, c'est qu'on doit avoir des mesures de protection qui sont proportionnées. Donc, si une curatelle suffit, on ne met pas une tutelle. De la même manière, si vous voulez, cette passerelle juridique qui a été mise en place pour permettre aux juges des tutelles de pouvoir passer, par exemple, on a demandé une curatelle, et s'il estime que les conditions sont requises pour accorder une habilitation familiale en assistance, il pourra, parce que finalement, c'est une mesure plus légère que la curatelle. Donc, l'idée, c'est vraiment la proportionnalité de la mesure avec l'état de santé de la personne. Il y a une question. Oui, c'est ce que je vois. Que faut-il penser à faire quand la personne a protégé à 17 ans? Eh bien, il faudra que quand la personne protégée, il faut que vous preniez contact, je sais pas, 1 mois, 2 mois avant qu'il arrive ou qu'elle arrive à 17 ans, à 18 ans. Vous prenez contact déjà avec un médecin expert agréé par le procureur de la République, de manière à prévoir un rendez-vous très tôt après à sa majorité. Donc, ça peut être 18 ans, enfin le jour de ses 18 ans ou dans la semaine qui suit ou dans le mois qui suit, peu importe. Mais ce qu'il faudra faire, c'est effectivement prévoir d'effectuer la demande dès que la personne a 18 ans, dès qu'elle sera majeure. Puis tant que la personne a moins de 18 ans, en fait, vous êtes son représentant, enfin, en tant que parent, vous êtes son représentant légal. Le jour où la personne aura 18 ans, vous n'êtes plus son représentant légal, donc il faut introduire les demandes de manière très rapide, quoi, pour obtenir une mesure de protection le plus rapidement possible à partir du moment où il aura 18 ans. Mais le juge ne peut pas accorder une mesure de protection à l'avance, quoi. Le problème, c'est qu'il faut vraiment attendre qu'il ait 18 ans pour qu'on puisse prononcer la mesure de protection. Donc, alors, il y a une autre question peut-être? Après, donc les mesures n'ont pas le même effet, effectivement, puisque ce ne sont pas les mêmes mesures, c'est pas du tout les mêmes effets d'un point de vue de la contrainte. Donc, au niveau de la sauvegarde de justice, le majeur protégé va conserver tous les droits d'accomplir tous les actes de la vie courante, sauf ceux qui vont être confiés, par exemple, à un mandataire spécial qui est désigné par le juge pour accomplir certains actes. Ça arrive très souvent, mais je pense que c'est pas adéquat. Vous n'allez pas être confronté à ça. On voit beaucoup ça dans les accidentés de la route ou les personnes qui ont fait un AVC, une crise cardiaque, qui malheureusement sont inconscients ou dans le coma. Voilà. Parfois, par exemple, ils étaient sur le projet d'une vente de maison, d'une acquisition de maison. Il faut signer tout avait été fait, et bien là, par exemple, le juge va pouvoir désigner un mandataire spécial qui pourra signer à leur place l'acte de vente de la maison, par exemple. Voilà. Avec la curatelle, le majeur peut gérer et administrer ses biens, mais avec l'assistance de son curateur. Et puis, comme je vous ai dit, cette curatelle, elle est modulable et ça dépendra en fonction de ce que le juge aura donné comme mission au curateur et l'autonomie de la personne résiduelle. Avec la tutelle, là, c'est
la plupart des actes vont directement être réalisés par le tuteur, qui représente effectivement le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile et qui va percevoir les revenus de la personne et s'occuper de gérer ses dépenses. Par contre, aujourd'hui, dans les 3 cas, la personne protégée conserve le droit de vote. Dans l'habilitation aussi, comme je vous l'ai dit, la seule restriction, c'est qu'à partir du moment où il y a une mesure de protection qui est mise en place, la personne ne peut plus être élue, ce qui est un petit peu logique. Si on a besoin d'assistance, si on a besoin d'être représenté, on imagine difficilement comment une personne pourrait être élue à des fonctions politiques. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les mesures de tutelle, curatelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autrement, je passe aux nouveautés. Non, pas de questions. Je ne vois pas de questions apparaître. Donc, comme je vous ai dit, dorénavant, il est interdit de priver les majeurs sous tutelle de leur droit de vote. Donc, ça a été… Alors là, je ne peux pas vous répondre là. Je ne sais pas où on trouve la liste des commissions. Je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. Est-ce que vous parlez de la PCH? Est-ce que… ce n'est pas une commission là. Dans le cadre des mesures de protection juridique, ce n'est pas des commissions médicales qui apprécient l'autonomie du patient, c'est véritablement le médecin expert. Donc, je pense que les commissions médicales, je ne sais pas, est-ce que vous ne parlez pas de la MDPH où là, effectivement, il y a une commission pluridisciplinaire qui va apprécier l'autonomie, le besoin d'aide, etc. Mais pour les mesures de protection juridique, c'est le médecin expert qui détermine les capacités résiduelles ou pas de la personne et son besoin d'une mesure de protection. Donc, le point d'attention, puisqu'on va avoir des votes conséquents à faire l'année prochaine avec l'élection d'un nouveau président, c'est que si la personne effectivement n'avait plus son droit de vote pendant longtemps, du fait de la mesure de protection, ou en tout cas n'était plus inscrite sur les listes électorales, il faut absolument se réinscrire sur les listes électorales. Mais il n'y a plus de possibilité de les priver de leur droit de vote. Et ceux qui en avaient été privés par décision du juge des tutelles sur recommandation du médecin, eh bien, ils sont réinstaurés dans leur droit de vote. Donc, par contre, et là j'insiste, il y a quand même un souci d'éviter la fraude électorale. Et du coup, cela interdit aux majeurs sous tutelle de confier une procuration de vote aux travailleurs qui les entourent. Donc, s'ils ont, par exemple, un auxiliaire de vie qui vient à la maison, il n'a pas le droit de leur donner. S'ils sont suivis par un tuteur professionnel, donc un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est pareil, ils ne peuvent pas leur confier une procuration pour aller voter à leur place. De même, les propriétaires ou personnels d'établissements médico-sociaux, les salariés des services à la personne. Par contre, ils peuvent bien donner une procuration à un tuteur familial. On a plus confiance dans les tuteurs familiaux que dans les personnes, que dans les professionnels qui les entourent. Donc, ce qui a aussi été mis en place en 2019, c'est de donner la possibilité aux personnes sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale, bien sûr, la possibilité de se marier sans obtenir d'autorisation préalable. Donc, aujourd'hui, une personne qui est sous mesure de protection, quelle qu'elle soit, et qui souhaite se marier, elle doit simplement informer son tuteur ou son curateur de son projet. Ensuite, il faudra qu'elle apporte la preuve de cette information lors du dépôt du dossier à la mairie pour la publication des bans, mais on a également admis que tout type de preuve écrite peut être acceptée, de la même manière qu'il suffit que le tuteur ou le curateur accompagne la personne lors du dépôt du dossier pour justifier qu'il a effectivement bien été informé. Donc, les magistrats avant pouvaient ne pas autoriser le mariage s'ils jugeaient qu'il n'était pas conforme aux intérêts du majeur protégé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Par contre,
la nouvelle législation a introduit pour les curateurs et les tuteurs le droit d'opposition au mariage dans les mêmes conditions pour les parents des mariés. Donc, par exemple, un mineur qui veut se marier, si son parent n'est pas d'accord, il peut faire opposition. Eh bien, c'est le droit commun qui s'applique. De la même manière, l'assistance du tuteur ou du curateur va quand même être requise pour la signature du contrat de mariage. Donc, le curateur ou le tuteur, s'il ne s'est pas opposé au mariage au préalable, le mariage aura bien lieu, mais effectivement, pour la signature du contrat de mariage, eh bien là, il faudra quand même la présence du curateur ou du tuteur, puisque la personne a soit besoin d'être accompagnée, soit besoin d'être représentée. Donc, effectivement, la signature d'un contrat de mariage, ce n'est pas exactement la même chose que de dire oui à la mairie. Donc là, il faudra leur présence, et de la même manière, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou le curateur à signer seul le contrat de mariage en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. Honnêtement, cette histoire de contrat de mariage, c'est surtout important quand la personne a des biens et qu'il est vraiment important de la protéger par rapport à un conjoint. Par exemple, un conjoint, il se marie avec quelqu'un qui dirait « mais moi, je veux la communauté universelle, voilà ». Oui, si la personne a beaucoup de biens, la communauté universelle, ce n'est pas nécessairement ça qui va le protéger le mieux. Il vaudrait mieux un contrat de séparation des biens. Donc, à ce moment-là, pour éviter que la personne protégée ne soit trop bousculée et puis dans les conflits avec son futur conjoint, effectivement, il est possible d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles d'intervenir seul à la signature de ce contrat de mariage pour protéger les intérêts, mais aussi la personne à protéger au niveau psychologique. Donc dorénavant, j'insiste, il y a vraiment le pouvoir de se marier sans demander une autorisation préalable. Ensuite, de la même manière, le majeur sous tutelle peut également décider de divorcer. Il n'est plus obligé de demander l'autorisation préalable du juge des tutelles pour demander le divorce. Et le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage est également permis aux personnes sous tutelle ou curatelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et en dehors de toute faute, la personne était obligée d'attendre 2 ans après la procédure de conciliation pour opter pour la seule procédure de divorce autorisée, qui était précédemment l'altération définitive du lien conjugal. Donc, dorénavant, il y a quand même plus de possibilités de divorce. Et notamment, mais ce qui reste interdit, c'est le divorce par consentement mutuel, puisque là, c'est pareil, ça demande, si vous voulez, on part du principe que le consentement mutuel, il pourrait être contraint par rapport à une personne qui n'aurait pas toutes ses capacités cognitives ou toutes ses capacités ou des problématiques santé mentale ou autre. Donc, voilà, on reste sur le fait que ça demeure compliqué, donc ça lui reste interdit. Mais dorénavant, elle peut quand même accepter seule le principe de la rupture du mariage. Par contre, dans le cas d'une curatelle ou dans le cas d'une représentation, elle devra quand même être assistée du curateur ou du tuteur au cours de la procédure pour qu'elle ne soit pas seule par rapport à tout ça. Alors, on me demande où peut-on trouver la liste des médecins experts. Non, vous ne pouvez la trouver qu'auprès du greffe du tribunal, en fait. Alors, peut-être que certains tribunaux la mettent, la publient. C'est possible que si vous cherchez sur Internet, en fonction de votre lieu de résidence, il y a une publication de la liste des médecins agréés par le procureur de la République, mais autrement, il suffit de s'adresser au greffe du tribunal et sur simple sollicitation, il vous adresse la liste. Alors, attendez. Alors, quelle possibilité de protection de la personne âgée qui était autonome auparavant et qui perd ses capacités avec l'âge, mais sans avoir de famille
présente, le médecin traitant a-t-il un rôle là-dedans? Alors, Michaela, je vais vous répondre tout à l'heure, dans pas très longtemps, parce que j'ai prévu de vous parler de la mesure de sauvegarde médicale. Donc, on va l'aborder. Voilà. Alors, de la même manière que maintenant la personne protégée peut voter, choisir de se marier, choisir de divorcer, elle peut aussi choisir de se paxer. Donc, de la même manière, la conclusion d'un PAX n'est plus soumise à autorisation préalable du juge. Et dans le cadre de cette mesure de protection, l'assistance du tuteur ou du curateur, elle demeure requise, mais uniquement pour la signature de la convention de PAX. Et en cas de rupture du PAX, comme pour le divorce, le majeur protégé va également pouvoir être assisté par son curateur ou représenté par son tuteur pour les formalités de liquidation. Donc, vous voyez, en fait, il a le pouvoir de dire oui, non, mais tout ce qui va être administratif, subséquent à une décision de divorce, à une décision de se paxer, à une décision de se marier, tout ce qui va être, qui relève un peu de l'administratif, que ce soit la signature du contrat de mariage, que ce soit les accords de liquidation dans le cas du divorce, ou les accords ou les formalités de liquidation dans le cadre du PAX, eh bien là, le rôle du curateur, du tuteur ou de l'habilité familiale revient en première ligne, puisqu'on considère que il a quand même besoin là de pouvoir être protégé. Donc, ce qu'il faut savoir également, alors ça vous concerne plutôt vous en tant que tuteur, curateur ou habilité familiale, vous n'avez plus à obtenir l'autorisation du juge pour ouvrir ou clôturer un compte courant, pour effectuer un placement, pour conclure une convention obsèque, pour un contrat de gestion immobilière, pour l'acceptation d'une succession bénéficiaire ou pour l'ouverture d'opérations de partage amiable. Hein, mais j'insiste sur les acceptations de succession, c'est uniquement la succession bénéficiaire qui peut être acceptée sans l'accord du juge. Dès qu'il y a un doute sur une succession ou si c'est une succession avec des dettes, là, si vous voulez, en tant que tuteur, vous estimez qu'il faudrait quand même que la personne puisse l'accepter, là, il faut l'accord du juge. Donc, pour répondre à la question de Michaela, il y a effectivement la possibilité, lorsque une personne est isolée ou même lorsque la famille est mal à l'aise avec le déclenchement d'une mesure de protection parce que la personne à protéger, elle veut pas, elle est un peu dans le déni, elle ne souhaite pas, elle refuse, elle estime qu'elle n'a pas besoin de mesures de protection. En fait, l'alternative légale, c'est la sauvegarde de justice médicale. Alors, cette sauvegarde de justice médicale, elle ne répondra aux besoins de la personne que de manière… elle n'y répondra pas de manière complète dans tous les cas, mais c'est une première procédure qui permettra ensuite de mettre en place soit une habilitation familiale, soit de mettre en place des mesures un peu plus, des mesures plus importantes en termes avec un curateur ou un tuteur. Donc là, on est bien sur une mesure de protection juridique, mais le juge ne va intervenir que pour n'intervient pas là, dans ce cas-là pour sa mise en place. C'est le médecin ou deux médecins qui, soit à son initiative, parce que c'est le cas que Michaela exposait, le médecin, c'est le médecin traitant de la personne et il se rend compte que la personne perd ses capacités et qu'elle n'a pas de famille, qu'il n'y a personne, qu'elle est isolée, qu'elle n'a pas de soutien, et il estime qu'effectivement, elle peut possiblement se mettre en danger ou être abusée par quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir demander cette mesure de sauvegarde de justice médicale dont il va informer le procureur de la République qui va valider si les éléments que le médecin a fournis montrent qu'effectivement, il y a bien un besoin de mesures de sauvegarde de justice médicale. Donc, cette sauvegarde, elle va protéger la personne des actes qu'elle aurait consentis de façon contraire à ses intérêts, hein, c'est-à-dire soit par son initiative propre. Bon, et maintenant, il y a peut-être un peu moins ça, mais à une époque, vous savez, vous aviez des organismes
organismes de crédit revolving qui téléphonaient de manière récurrente aux personnes pour leur proposer des contrats de prêt, par exemple. Et on a pu constater à une époque qu'il y avait des personnes âgées qui avaient pris des prêts, mais qui ne se souvenaient même pas qu'elles avaient pris des prêts, qui ne savaient pas et qui n'étaient pas conscientes qu'elles avaient des prêts revolving. Donc, on obtenait, grâce à ça, l'annulation de ces prêts. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient sonner à sa porte, qui veut on le voit moins aussi, hein, mais là, récemment, il y a eu, par exemple, des entreprises qui vendent vous savez, ces paniers repas qui vous sont livrés pour être cuisinés. Eh bien, dernièrement, je sais qu'ils ont fait, par exemple, du porte-à-porte. Et souvent, ce sont des jeunes et puis ils essayent de vous convaincre par tous les moyens d'adhérer à l'achat de paniers qui vous seront livrés de manière récurrente toutes les semaines. Notamment les personnes qui, par exemple, ont du portage de repas. C'est complètement aberrant d'aller prendre ces paniers à cuisiner. Et puis souvent, le minimum, c'est 2 personnes. Enfin bref, voilà. Mais il y en a qui, malgré tout, ont accepté, pour avoir la paix parfois, ou parce qu'elles n'ont pas compris, ou parce que les jeunes leur ont fait de la peine, que sais-je. En tout cas, il y a des personnes qui peuvent accepter ce type de choses dans le cadre du porte-à-porte. Eh bien, là aussi, on obtiendra l'annulation du contrat, puisque c'est pas dans son intérêt. Si quelqu'un ne peut plus cuisiner, elle a déjà du portage de repas, ou le nombre de paniers de repas visiblement n'est pas du tout cohérent avec ses besoins. Même si c'est à son initiative, on pourra faire annuler le contrat qu'elle aura souscrit. Et autrement, le grand risque qu'on craint tous, c'est bien évidemment qu'une personne, par exemple, elle a quelqu'un qui vient faire le ménage chez elle et petit à petit, la personne qui fait le ménage l'influence, obtient des sommes. Moi, j'ai eu une dame comme ça, récemment, sa femme de ménage trouvait une broche super jolie, etc. et a obtenu de pouvoir la lui acheter pour 25 €. Sauf que la broche, elle en valait 1000. Eh bien, on a obtenu que la broche soit restituée parce que, justement, là, c'était l'influence par un tiers qui abusait clairement de sa vulnérabilité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, c'est une protection qui va être provisoire, qui laisse à la personne majeure sa pleine capacité juridique et la libre gestion de ses intérêts patrimoniaux, puisque là, on est, si vous voulez, un peu dans le parallèle de la mesure de sauvegarde de justice. Et donc, le principal avantage, c'est vraiment de protéger la personne par rapport à des actes qu'elle aurait inconsidérément réalisés, ce qui est exactement la même situation que dans la sauvegarde de justice. Alors, je vois qu'il y a une question, je vais la prendre tout de suite. Non, alors il ne faut pas l'accord de la personne qu'on souhaite mettre. Le médecin qui décide de demander une sauvegarde médicale, une sauvegarde juridique médicale, en fait, n'a pas à demander l'accord de la personne. S'il demande cette sauvegarde de justice médicale, c'est vraiment parce qu'il estime que la personne est en danger. Donc, lui, il va faire cette demande auprès du procureur de la République, mais et là, on n'est pas dans une intrusion du médecin dans la vie privée de la personne, c'est sur la notion de personne en danger que ça se joue. Donc, là, je vous ai mis, donc les actes peuvent bien sûr, soit quand la personne est mise sous protection, sous cette sauvegarde de justice médicale ou sous une sauvegarde de justice d'ailleurs, parfois il suffit d'informer la personne, c'est ce qui a été fait là dans le cadre de cette broche, la femme de ménage a été informée que la personne avait bénéficié de cette protection. Est-ce qu'elle restituait tout de suite le bijou, avec bien sûr restitution de la somme qu'elle avait payée, des 25 €. Donc, dans le cadre d'une annulation, je veux dire, qui a été négociée comme ça, ou alors, de toute façon,
sinon ça irait devant le tribunal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où les personnes qui ont abusé de la confiance n'acceptent pas spontanément d'annuler l'acte ou de réapprécier l'acte, de façon contractuelle, on va dire, voilà, sans partir en justice. Là, ça peut être effectivement, la personne peut se faire aider par un proche pour négocier ça. Mais si ça ne suffit pas et qu'il faut effectivement aller en justice, là, la seule personne qui peut faire cette demande en justice, c'est la personne elle-même, puisqu'elle a toutes ses capacités juridiques, de la même manière qu'une personne garde ses capacités juridiques dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou ses héritiers. Donc, imaginons que la personne décède, les héritiers réalisent qu'effectivement, il y a eu des actes qui ont été faits qui n'étaient pas dans son intérêt. Eux, ils pourront aller sur ces procédures d'annulation, récision ou réduction dans un délai de 5 ans après le décès. Et par contre, si effectivement l'état de santé de la personne ne lui permet pas d'accomplir ce type de procédure, tout tiers peut également signaler au procureur de la République le préjudice qui est subi par la personne sous sauvegarde de justice médicale. Et à ce moment-là, ce que fait en règle générale le procureur, c'est d'informer le juge des tutelles de manière à obtenir une mesure de protection qui peut être soit une curatelle, soit une tutelle. Donc, parfois, d'ailleurs, c'est parfois la famille qui fait la demande au médecin pour introduire cette première mesure pour faciliter un petit peu les choses et que dans la suite, effectivement, il y a cette première mesure qui permet de mettre en place de manière immédiate, puisque c'est dans les 48 heures, la mesure, elle est immédiate. Et dans la suite, la famille va faire les démarches, mais ça permet vraiment de protéger la personne. Donc, par contre, ce qui est important de savoir, c'est que dès que vous faites une demande de sauvegarde de justice médicale, la personne ne peut plus faire de demande en divorce, elle ne peut plus vendre sa résidence principale, même si elle garde sa capacité juridique. Voilà, ça, c'est quand même des restrictions. Plus de demande en divorce possible, plus de vente de la résidence principale, ou de rompre un bail locatif, elle ne peut plus être jurée d'assises et elle ne peut plus accepter des recherches biomédicales ou des prélèvements d'organes, dont les dons de sang. Parce qu'on estime qu'effectivement, si le médecin alerte, c'est qu'il y a vraiment une problématique et qu'il faut quand même protéger la personne sur ces points-là. Alors, la question… non, je ne vois pas. Non, il n'y a pas de question. Excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ces différents points alors, je ne sais plus. Angela, vous vouliez… Je ne sais pas quelle heure il est, parce que du coup, je ne vois pas l'horaire sur mon ordinateur en plein écran. Angela, est-ce que vous souhaitiez que j'aborde également le mandat de protection future ? Alors, je crois qu'il n'y avait pas de questions, mais il y avait quelques questions autour des assurances et prêts immobiliers. D'accord. Alors, bon, si vous voulez, parce que je n'ai aucune idée de quelle heure il est. Il est 11h moins 5. D'accord. Alors, hop. Voilà. Donc, alors, le gros problème, c'est qu'on est dans la maladie rare. Donc, du coup, le droit à l'oubli ne s'applique pas. Le droit à l'oubli, lui, il vient de… c'est la loi de modernisation de santé qui a effectivement donné un droit à l'oubli, mais uniquement dans le cadre du cancer, en fait. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui a un cancer, à partir du moment où il a terminé les traitements curatifs, si le diagnostic du cancer a été fait avant l'âge de 21 ans, et s'il n'y a pas de rechute, au bout de 5 ans après les traitements, il aura le droit de ne plus déclarer son cancer. Dans le cadre d'une personne qui a été diagnostiquée après 21 ans, le droit à l'oubli, lui, sera effectif 10 ans après la fin des traitements et sans rechute. Mais ça ne s'applique absolument pas aux maladies rares, ça ne s'applique pas aux maladies chroniques. De la même manière, ça ne s'applique pas non plus aux personnes qui sont dans des cancers qui se sont chronicisés.
Donc là, on dépend de la convention AERAS, qui est une convention donc, dont l'acronyme, c'est l'acronyme de s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Elle a été mise en place en 2005 afin de faciliter l'accès à l'assurance et au crédit immobilier donc des personnes qui sont malades. Le problème, c'est que ça ne garantit à personne d'obtenir une assurance dans la réalité, puisque effectivement, à partir du moment où vous avez une maladie chronique, une maladie rare, peu importe, vous allez devoir déclarer votre pathologie à l'assureur. Et à partir de là, vous allez passer aux différents niveaux d'appréciation du risque. Donc, lorsque vous êtes au niveau 1, c'est qu'on considère que le risque, vous avez rejoint le risque de la population générale. Et donc, si on vous accorde votre assurance au niveau 1, en général, il peut y avoir une surprime, mais elle sera limitée. Les exclusions seront limitées aussi, mais le plus souvent au niveau 1, c'est qu'ils considèrent que vous avez quasiment rejoint le risque de la population générale. Donc, il n'y a pas de surrisque et on vous accorde l'assurance. Le plus souvent, c'est rare que ça passe au niveau, enfin, quand on a une maladie rare ou chronique, c'est quand même très rare qu'on se voit offrir quoi que ce soit au niveau 1. Donc, on passe au niveau 2. Et là, on va avoir une étude beaucoup plus personnalisée de votre situation de santé. On peut vous demander de faire des examens de santé complémentaires. Dans le cadre de ces examens de santé complémentaires, on peut vous demander des tas de choses, que ce soit des bilans sanguins, des radios, enfin tout ce qui peut sembler utile. Alors, pas à l'assureur, mais au médecin conseil de l'assureur pour pouvoir rendre un avis sur le niveau de risque que vous présentez pour l'assurance. Il faut savoir que tous les examens médicaux qui sont demandés par l'assureur, en principe, doivent être pris en charge financièrement par l'assureur. Alors, parfois, quand ils vous demandent des examens médicaux, ils vous informent aussi qu'ils ont un accord financier avec tel ou tel centre médical à proximité de votre domicile et que si vous vous rendez dans ce centre médical, effectivement, vous pouvez faire tous ces examens sans avance de frais. Il y a des personnes qui se méfient de ces centres médicaux, mais honnêtement, ces centres médicaux, c'est aussi des centres, parfois c'est MGEN, parfois c'est autre chose, peu importe, mais ce sont des médecins, et donc les médecins, ils sont pas là pour aller dans le sens de l'assurance, ils sont juste là pour faire les examens médicaux, et c'est simplement qu'il y a un accord entre ces centres et l'assureur pour directement prendre en charge les frais. Le plus souvent, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont ces demandes d'examens médicaux complémentaires, en fait, se refont prescrire par leur médecin traitant ou leur médecin spécialiste les examens et les font prendre en charge par la sécurité sociale. Mais ça ne devrait pas être le cas. Il est vraiment prévu que ce soit l'assureur. À partir du moment où l'assureur demande des examens médicaux, c'est à lui de les prendre en charge. Alors, parfois, c'est pareil, même par exemple, si dans le cadre des examens, il y a une visite avec le médecin traitant, même cette visite devrait pouvoir être prise en charge par l'assureur. Mais souvent, ça nécessite de tels documents administratifs que les médecins préfèrent comptabiliser une visite, quoi. Voilà. En tout cas, voilà. Sachez que normalement, tout ce qui est demandé en termes d'examens médicaux complémentaires par l'assureur doit être pris en charge financièrement par l'assureur. Alors, il y a des personnes qui estiment que c'est intrusif, qu'elles n'ont pas envie de faire ça. C'est votre droit, mais à partir de là, c'est également le droit de l'assureur d'arrêter le traitement de votre dossier et de ne pas aller plus loin dans le traitement de votre dossier, puisque s'il demande des examens complémentaires, si vous ne les faites pas, la demande d'assurance ne peut pas aboutir. Donc ça, c'est parce que en fait, le législateur à autoriser les assureurs à pouvoir déterminer le risque qu'ils prennent pour assurer quelqu'un. Ce risque peut porter sur la santé, mais ce risque peut aussi porter, par exemple, sur des professions
sur des professions à risque, sur des sports à haut risque. Donc, la santé est un des facteurs de risque que l'assureur va être amené à examiner. Et dans ce cadre-là, effectivement, le questionnaire de santé que vous avez à remplir est légal. Donc, on peut pas, on veut une assurance, si on ne veut pas remplir le questionnaire de santé, on ne pourra pas obtenir l'assurance. Alors, je sais que c'est très souvent vécu comme étant très, très intrusif, parfois même douloureux, et que c'est compliqué, mais malheureusement, c'est un droit des assureurs. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si ça a été accordé par le législateur et que ça figure dans le code des assurances, c'est parce que en fait l'assurance repose sur le principe de la mutualisation des risques. C'est-à-dire, c'est comme vous êtes tous obligatoirement, vous avez tous obligatoirement une assurance par rapport à votre logement. Puisque normalement, quand vous louez un logement, votre propriétaire va vous demander de vous assurer. Si vous êtes vous-même propriétaire, il vaut mieux avoir une assurance parce que si vous ne l'avez pas en cas d'incendie ou autre, vous ne serez pas assuré. Donc, c'est à vous de porter toute la charge du sinistre. Et dans ce cadre-là, également, l'assureur va faire une évaluation du risque, mais bien sûr pas au niveau de votre santé. Donc, et tout ça, c'est parce que donc la mutualisation du risque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est bien d'accord que, je ne sais pas, sur 100 000 maisons assurées, par exemple, vous allez peut-être avoir une maison qui va brûler. Mais on paye tous des cotisations à l'assureur qui vont servir à payer pour celui dont la maison aura brûlé. Parce que lui, ses primes d'assurance, il n'aura jamais payé autant en primes d'assurance que le risque avéré de la maison qui brûle. Donc, on est sur la mutualisation du risque. Et c'est ça qui justifie le fait que les assureurs peuvent calculer le risque assurantiel et calculer le risque qu'ils prennent par rapport à l'assurance de quelqu'un qui a un risque avéré de santé. Alors, donc, par rapport à ça, une fois qu'ils ont fait l'étude personnalisée, si au niveau 2, il n'y a toujours pas de possibilité d'assurance, effectivement, votre dossier sera transféré au niveau 3, qui est le niveau le plus haut, et c'est là qu'il y a un pool de réassureurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au premier niveau, vous allez avoir déjà, au lieu que ce soit juste votre compagnie d'assurance, il y en aura peut-être 2, 3 autour de la table. Au niveau 2, il y aura encore un peu plus d'assureurs autour de la table pour voir si, effectivement, ils peuvent prendre le risque ou pas. Et puis, au niveau 3, vous avez vraiment, c'est là que vous avez le plus un pool de réassureurs, c'est-à-dire l'assureur demande à des réassureurs de voir s'ils peuvent prendre en charge le risque. Donc là, ce sont les cas les plus complexes qui y sont traités, mais je ne vous cache pas qu'en réalité, c'est là que sont traitées effectivement les maladies rares. Et à ce niveau-là, il y a seulement 20% des dossiers qui vont faire l'objet d'une proposition d'assurance. Donc, je prends vos questions. Alors, oui, donc, alors, attendez. Alors, je crois qu'il y a des choses, qui sont mélangées. Donc, la question, peut-on demander une réindexation, réévaluation des conditions d'une assurance maladie invalidité en l'absence d'arrêt maladie pendant 10 ans et état de santé? Ah non, attendez, alors, je n'ai pas compris. Une assurance maladie invalidité en l'absence d'arrêt maladie et état de santé sous traitement, le cas d'une patiente avec… En fait, je crois que la question, c'est si l'état global se stabilise, s'il n'y a pas de souci pendant un certain nombre d'années et s'il y a un traitement, est-ce qu'il y a une renégociation possible de l'assurance du prêt? Oui, on peut toujours renégocier en fait. Si de la même manière, quand on a une aggravation de son état de santé, en principe, on est en fait une aggravation. Alors, par exemple, vous avez quelqu'un qui a une maladie de Gaucher qui a été déclarée à l'assureur et 5 ans après, la personne est diagnostiquée pour un diabète, par exemple. Eh bien, en principe, dans les 15 jours, il doit informer l'assureur qu'il y a un diagnostic de diabète. Pour permettre à l'assureur de vérifier s'il faut, si les conditions d'assurance restent les mêmes. Il ne pourra pas, dans tous les cas, il ne pourra pas
dire qu'il arrête l'assurance, hein, ça, c'est pas possible. Ça, c'est protégé, mais il pourra éventuellement augmenter le niveau de la prime. Par contre, quelqu'un qui effectivement a une maladie de Gaucher et puis 5 ans après déclenche un cancer et le cancer fait qu'il y a un arrêt de travail, ben là, il introduira son dossier dans le cadre d'une demande d'indemnisation de son arrêt de travail, de prise en charge des garanties. Donc, il faut vraiment, voilà. Mais puisque l'assureur demande que dans le cas où il y a une aggravation de l'état de santé, un nouveau diagnostic, d'en être informé, ça veut dire aussi que si l'état de santé de la personne s'améliore, eh bien, la personne peut aussi éventuellement essayer de renégocier le niveau des primes ou les exclusions. Alors, très souvent, ça se fait, les assureurs ne jouent pas bien le jeu. Donc, souvent, il faut les mettre en concurrence avec un autre assureur et voir avec un autre assureur pour un contrat plus avantageux. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre les assureurs en concurrence au niveau… oui, il faut les mettre en concurrence sur leurs offres, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui, mais Michaela, va nous dire. Vous prenez peut-être le micro pour me dire, parce que… Donc là, oui, bonjour Dominique. En effet, vous aviez bien répondu à ma question. C'était ça, la question. En cas de pas de problème intercurrent pendant une bonne période d'année, si on pouvait faire cette démarche. Et c'est bien de m'avoir rappelé cette histoire de mettre en concurrence les assureurs. Merci. Les assureurs. Donc, il ne faut pas hésiter. Effectivement, si vous voulez, les assureurs, on n'est plus dans le… On est effectivement… on n'a pas le droit à l'oubli dans le cadre des maladies rares ou des maladies chroniques. Mais ce qu'on va quand même pouvoir faire, c'est… souvent, les assureurs, ce qu'ils demandent, ils vont demander combien est-ce que vous avez est-ce que vous avez eu des arrêts de travail dans les 10 dernières années, dans les 15 dernières années, etc. À partir du moment où on voit que dans le questionnaire de santé, effectivement, on pourra dire qu'on n'a pas eu d'arrêt de travail pendant 10 ans, là, ça vaut quand même le coup de mettre en concurrence les compagnies d'assurance de manière à voir si au bout de 10 ans, on ne peut pas faire récupérer son contrat d'assurance par une nouvelle compagnie qui, effectivement, introduit une surprime moins élevée, voire pas de surprime, ou enlève des exclusions. Alors, pour que vous sachiez, même les personnes qui, par exemple, avaient contracté une assurance avant le délai du droit à l'oubli, donc, parce que souvent, 10 ans, c'est quand même long, donc il y en a qui sont amenés à acheter au bout de 3, 4, 5 ans, avec des surprimes et des exclusions. Effectivement, quand ils arrivent aux 10 ans, de la même manière, ils ont le droit à l'oubli, eux. Leurs assureurs, en général, refusent de le mettre en place. Et la tactique, c'est vraiment d'aller chercher ailleurs un autre assureur, parce que là, ils n'auront même plus à déclarer leur cancer. Et effectivement, ils auront un contrat d'assurance bien meilleur. Et c'est en présentant ce contrat d'assurance, cette proposition d'assurance à leur assureur actuel, soit l'assureur actuel, il se met au même niveau pour garder son client, soit c'est tant pis, on switch. Et on a vraiment le droit. Hein. Ça a vraiment été des adaptations de la législation qui ont été vraiment dans le sens de protéger les personnes malades. Hein. C'est de permettre, d'une part, dans l'année qui suit la souscription à un contrat d'assurance de prêt, dans l'année, on a effectivement la possibilité de changer à tout moment pour un autre assureur. Et la possibilité désormais, effectivement, à chaque date anniversaire de contrat, de changer de compagnie d'assurance pour une compagnie d'assurance qui est moins chère ou qui propose des conditions plus avantageuses, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Autre chose aussi nécessaire à savoir, après, je traiterai les autres questions. Les choses qui sont également nécessaires de savoir, c'est que, par exemple, quand vous allez demander votre prêt à une banque, la banque va vous proposer la compagnie d'assurance avec laquelle elle a un accord de partenariat, voire sa propre assurance pour couvrir le prêt.
mais vous n'êtes absolument pas obligé de prendre l'assurance de votre banque. Ça a aussi été une des avancées majeures, c'est que effectivement, vous pouvez mettre l'assurance de votre banque en compétition, en concurrence avec d'autres assureurs également. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ce genre de choses, quoi. La seule condition pour pouvoir effectivement passer d'un assureur à l'autre par rapport à votre banque qui vous accorde le prêt, c'est que les garanties qui sont proposées dans le nouveau contrat soient identiques aux garanties qui étaient proposées dans le contrat négocié par votre banque pour assurer le prêt. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, ce n'est pas une obligation légale d'avoir une assurance pour couvrir un prêt. C'est les banques qui imposent l'assurance. Mais les banques, normalement, quand vous n'êtes pas éligible à une assurance de prêt, devraient également prendre en compte elle devrait également prendre en compte toutes les elle devrait également prendre en compte les garanties alternatives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une garantie alternative? Une garantie alternative, ça peut être une hypothèque, ça peut être le nantissement d'un contrat d'assurance vie, ça peut être également une prévoyance. Ça peut être une caution. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de garanties alternatives qui peuvent être proposées à la banque lorsque vous n'êtes pas éligible à une assurance de prêt. Malheureusement, les banques ne jouent pas tout le jeu. Donc, vous avez certaines banques, elles vont vous dire, ben oui, nous, en garantie alternative, je ne citerai pas une des banques qui fait ça, mais en garantie alternative, elle n'accepte que le nantissement d'un contrat d'assurance vie. Or, à hauteur du montant emprunté. Alors ça, c'est les nantissements de contrats d'assurance vie à hauteur du montant emprunté. Ça veut dire que vous voulez emprunter 100 000 euros, ben vous aviez économisé sur un contrat d'assurance vie 100 000 euros et que donc vous allez bloquer ce contrat, enfin vous allez faire une clause bénéficiaire au bénéfice de la banque. Et donc, dans le cas où vous décéderiez, dans le cas où vous arrêteriez de payer vos primes d'assurance, ben, la banque peut se servir sur ce contrat d'assurance vie. Donc, voilà. Alors, c'est surtout utilisé. Il y a des personnes qui utilisent de manière stratégique cette possibilité-là lorsque elles veulent, par exemple, emprunter et que finalement, ben, elles préfèrent emprunter comme ça parce que finalement, libérer leur capital pour acheter en direct sans avoir besoin de prêt, mais leur capital leur apporte plus en termes d'intérêt que le coût du prêt. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça fait 2-3 ans, là, peut-être même un petit peu plus, mais ça fait bien 2-3 ans que les taux pour les prêts sont très, très bas. Et parfois, les placements des personnes rapportent plus que les prêts. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et les personnes passent sur ce truc de choses. Mais bon, la majorité des personnes qui veulent emprunter, c'est parce qu'elles n'ont pas l'argent de côté pour pouvoir réaliser l'achat. Donc, c'est quand même pas toutes les personnes qui ont la possibilité de garantir un prêt par le blocage d'une somme équivalente sur un autre compte. Voilà. Après, je vous donne la parole, Michaela. Après, dans les choses intéressantes, c'est qu'il y a une banque et je vous la donne, mais est-ce que vous allez mettre sur les réseaux cette vidéo ou pas? Non. D'accord. Donc, il n'y a que le crédit, à ma connaissance, il n'y a que le Crédit Mutuel qui accepte une prévoyance. À savoir, là, effectivement, vous n'êtes pas éligible à l'assurance de prêt, eh bien, le Crédit Mutuel, si vous avez une prévoyance, donc la prévoyance, c'est une assurance que vous pouvez avoir contracté vous à titre personnel, mais le plus souvent, c'est l'assurance qui a été contractée par votre employeur pour garantir votre salaire dans le cas où vous êtes malade, c'est-à-dire que si vous êtes malade pendant, je sais pas, un an et demi, eh bien, votre salaire sera maintenu. Alors, il peut être maintenu à 70%, à 80%, à 100%, ça dépend du contrat qui aura été conclu par votre employeur, ou par vous-même. Mais en tout cas, vous avez le risque de perte de revenus pendant le temps de la maladie ou lorsque vous êtes placé
passer en invalidité, eh bien, ce risque financier est réduit et le crédit mutuel accepte les prévoyances. Après, il y a d'autres systèmes aussi, c'est d'emprunter à plusieurs et du coup, il y en a un qui va avoir, qui va porter l'assurance et l'autre qui n'aura pas d'assurance. Voilà. Et là, c'est vraiment chaque banque a sa politique. Vous avez des banques qui effectivement acceptent, par exemple, que lorsqu'il y a deux copropriétaires, qu'il y en ait un qui soit assuré et pas l'autre. D'autres banques qui refusent. Vous avez aussi la possibilité de créer une société civile immobilière, de manière à ce que finalement celui qui s'assure, c'est la société civile immobilière, éventuellement avec un des ou les actionnaires, mais pas tous les actionnaires de la société civile. Enfin bref, là c'est un petit peu avoir aussi à pouvoir identifier avec des personnes ressources, comme des notaires, des conseillers patrimoniaux, des courtiers, voir le banquier lui-même, quelle solution peut être apportée en dehors de l'assurance de prêt lorsqu'on n'est pas éligible à l'assurance de prêt. Et c'est malheureux. Moi, je suis dans un groupe de travail on a adressé au mois de septembre, donc c'est plusieurs associations qui se sont mises ensemble. On avait invité d'ailleurs l'Alliance Maladies Rares à rejoindre notre groupe, mais ils n'ont pas répondu présent. Donc, je crois qu'ils ont leurs propres actions de leur côté. En tout cas, on doit être bien une douzaine d'associations à avoir co-signé un courrier pour la défendresse des droits, pour lui dire que c'est quand même un vrai sujet, cette question de l'accès aux assurances de prêt pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques invalidantes ou pour les personnes qui sont atteintes de maladies rares, ou pour voilà, et en demandant qu'il y ait une réflexion sur les solutions qui pourraient être apportées, parce qu'aujourd'hui les solutions qui existent, ça permet à un certain nombre de personnes quand même d'avoir accès à la propriété, mais pas à tous. Donc voilà, donc on attend la réponse à ce courrier. On nous a informé que ça pouvait prendre jusqu'à 12 mois pour obtenir une réponse. En parallèle, on a également commencé des actions auprès des députés et des sénateurs, puisqu'il va y avoir les élections présidentielles. Donc, on va également, là, on est en train de réfléchir, on a une proposition de tribune aussi. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'actions de lobbying qui sont en cours pour, là aussi, proposer des choses pour essayer d'obtenir un accès pour toutes les personnes qui, au jour d'aujourd'hui, effectivement, ne peuvent malheureusement pas prétendre à l'acquisition de propriété. Parce qu'on est bien d'accord, si vous avez mis de l'argent de côté, oui, ok, et que ce que vous empruntez, c'est parallèle à ce que vous avez mis de côté, oui, vous pourrez emprunter. Si vous avez un job qui vous permet d'avoir une prévoyance, oui, vous pourrez emprunter. Mais si vous n'avez rien de tout ça, ça reste très compliqué, et surtout que, comme je vous l'ai dit, sur les garanties alternatives, même si vous avez des parents qui ont les moyens et qui pourraient se porter caution, la majorité des banques refusent les cautions, par exemple. Donc, et puis tout le monde n'a pas une maison à mettre en hypothèque pour garantir l'achat d'une nouvelle maison. Donc, ça reste quand même très compliqué. Voilà, en tout cas, sachez que c'est un sujet d'intérêt pour un grand nombre d'associations, qu'il y a un groupe de travail ce groupe-là de travail qui a commencé à faire du lobbying auprès des politiques. Et très certainement, je pense qu'Alliance Maladies Rares, de son côté, a aussi l'intention de faire du lobbying. Donc, alors, Michaela, vous vouliez me poser une question? Je regarde les autres questions et puis je reprendrai. C'était effectivement sur ça, ma question sur les contrats de prévoyance, s'ils pouvaient être réévalués en fait au bout de 10 ans de pas d'arrêt maladie et pas de soucis. Maintenant, la réponse, je vous l'ai donnée. Si je comprends bien, si je suis libérale et que je fais une société pour mon entreprise, cette société, elle pourrait avoir le contrat de prévoyance, c'est personnel, c'est par personne, ça ne peut pas être fait sur…
Alors, ça dépend. Le contrat de prévoyance, vous êtes libéral, donc effectivement, c'est à vous de trouver un contrat de prévoyance qui va vous protéger et vous allez négocier pour vous-même les clauses de ce contrat. Le problème, c'est que quand on a un souci de santé, c'est encore moins simple d'obtenir un contrat de prévoyance quand on a un problème de santé qu'une assurance de prêt. Dans la mesure où là, par exemple, il n'y a pas de droit à l'oubli dans le cadre des prévoyances et qu'ils sont ils sont très, très méfiants. Donc, il y a chaque année, il y a quand même des compagnies, enfin des organismes qui proposent des prévoyances, qui essayent de proposer des choses, notamment pour les personnes qui travaillent en libéral. Donc, moi, je sais que l'année dernière, par exemple, il existe. Alors, et chaque année, elles arrêtent. C'est-à-dire que ce sont des contrats qu'elles vont proposer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, dès qu'elles sont en déséquilibre sur le contrat, elles arrêtent de proposer le contrat. Donc, l'année dernière, on avait moi, je pense que je dois avoir dans mes tablettes 2 compagnies qui proposaient effectivement des contrats, mais avec quand même des conditions assez strictes. Il fallait que la personne, au moment où elle adhérait à la prévoyance, ait moins de 50 ans, n'ait pas eu d'arrêt de travail depuis 5 ans. Enfin bref, il y avait une série de conditions préalables. Et une fois qu'on remplissait ces conditions préalables, on remplit un questionnaire, enfin, il y a aussi un questionnaire de santé à remplir, et puis ils évaluent si oui ou non ils sont prêts à prendre le risque de vous couvrir au niveau de la prévoyance. Souvent, dans ce type de contrat, le niveau d'intervention est limité par rapport au contrat classique. C'est-à-dire, si vous voulez, autant il est facile d'obtenir une prévoyance quand on n'est pas du tout malade, quand on n'a aucun antécédent de santé. Là, elles ne sont pas nécessairement bon marché, mais en tout cas, on y a accès. Mais dès qu'on a eu une pathologie, la prévoyance, c'est le parcours du combattant. Donc, ce que je peux vous proposer, Michaela, c'est de nous envoyer un mail et puis je vous enverrai les compagnies qui, l'année dernière, proposaient des choses. D'accord, merci. Ça m'aidera à mettre en concurrence ma prévoyance avec les autres. Voilà. Mais sans aucune garantie. Après, est-ce que vous avez connaissance des assureurs qui proposent des prévoyances sans questionnaire de… Il n'y en a pas. Et des… Ah non, d'accord, parce que c'est ce qu'on m'a proposé de faire une démarche auprès de… Je ne sais plus comment il s'appelait, mais ça me paraissait très bizarre, quoi. A priori, je n'en connais pas en tout cas. Parce que autant dans le cadre des complémentaires santé, donc vous avez la prévoyance, c'est l'assurance qui va compléter votre salaire. Donc comme le cas de Michaela, le cas de Michaela. Les organismes. Oui, mais dans le cas de Michaela, elle est libérale, donc elle doit prendre une assurance individuelle. Alors, tout le monde peut avoir accès aux assurances individuelles, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Par contre, pour ceux qui sont salariés dans un certain nombre d'entreprises, là, c'est l'employeur qui a négocié une prévoyance, un contrat de prévoyance avec un organisme au bénéfice de ses salariés. Et dans ce cadre-là, effectivement, la prévoyance, elle peut être soit obligatoire, soit facultative, ça dépend des conventions collectives, des accords de branche, de la politique d'entreprise, enfin ça, voilà. Donc du coup, là, on est sur une prévoyance qu'on appelle collective en fait. C'est pas vous qui devez négocier, c'est votre employeur qui a négocié pour vous. Donc vous êtes bénéficiaire. Et là, dans ce cadre-là, il n'y a pas de questionnaire de santé. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a 5 personnes dans l'entreprise, normalement, il n'y a plus de questionnaire de santé. Mais pour les toutes petites entreprises, par exemple, il y a des entreprises qui sont en difficulté parce qu'elles souhaitent, prendre une prévoyance pour leur personnel. Et puis, dans le cadre de cette prévoyance, il y a un questionnaire de santé à remplir par les salariés. Et la prévoyance va faire des exclusions ou va augmenter les tarifs. Souvent, c'est des exclusions, voire va faire un refus. Moi, par exemple, à titre personnel, il y a 15 ans en arrière, j'ai eu un problème de santé. 2 ans après, je travaillais en tant qu'indépendante. J'ai voulu prendre une prévoyance. Je me suis fait refuser partout.
personne n'a voulu prendre le risque. Par contre, quand après j'ai travaillé dans une structure et j'ai eu la chance que là, il n'y avait pas de questionnaire de santé parce que c'était une grosse structure et que du coup, il n'y avait pas de questionnaire de santé. Mais par contre, si je devais être salariée demain de juriste santé, eh bien là, comme juriste santé à moins de 5 salariés, la seule chose qu'ils pourraient me proposer, c'est la prévoyance obligatoire pour les cadres qui garantit 40% du salaire. Donc, vous voyez, c'est pas simple, hein, l'histoire des prévoyances. C'est encore plus compliqué, à mon sens, que les assurances de prêt. En tout cas, dès qu'on doit s'assurer en tant qu'individuel ou dans une toute petite entreprise. Alors, je vois, il y a d'autres, je vais prendre les questions. Donc, mon fils est rattaché au compte de sécurité sociale de son père depuis toujours. Il a 20 ans et il va percevoir l'AAH. Doit-on changer quelque chose? Doit-on prendre une mutuelle santé et civile individuelle? Dès maintenant, nous avons réalisé une habilitation familiale. Alors déjà, normalement, avec la PUMA, normalement, à partir de 16 ans, normalement, votre fils a dû recevoir son propre numéro de sécurité sociale. Et en principe, il devrait avoir son propre compte de sécurité sociale. Donc, il n'a pas besoin, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que il n'a pas. Enfin, normalement, il ne doit plus être rattaché au compte de sécurité sociale de son père. Par contre, il est possible, ce que vous voulez peut-être dire, c'est qu'il est rattaché à la mutuelle santé de son père. Ce n'est pas la même chose. Donc, je ne sais pas si monsieur, madame Sanchez, si vous pouvez me préciser, parce que là, je suis un peu dans le flou. Je peux peut-être répondre. J'ai eu le cas avec ma fille il y a presque 7 ans maintenant. Donc, au passage des 21, alors jusqu'aux 21 ans, les enfants sont rattachés effectivement. Non, madame, je suis désolée, mais ce que vous allez apporter n'est pas d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu des modifications législatives. Aujourd'hui, vous avez la PUMA, la protection maladie universelle. Et à partir de là, on ne dépend plus, on n'a plus besoin d'être ayant droit de quelqu'un pour avoir accès à la sécurité sociale à son nom propre. D'accord. Donc, à partir du moment où vous êtes français, français ou en tout cas vivant en France, avec un domicile régulier en France, vous avez accès à la sécurité sociale, à la protection maladie universelle, donc la PUMA. Et donc, on n'a pas besoin d'être attaché à la sécurité sociale de quelqu'un, en fait. Oui. On a un droit intrinsèque. Je sais. Je voulais juste répondre sur la question des mutuelles. Ah, là, d'accord. Il faut vérifier tout ce qui est mutuelle, complémentaire, assurance pour le logement, etc. Si l'enfant est encore rattaché fiscalement au domicile et donc dépend des parents, elles ont souvent une clause dans laquelle l'enfant est compris sans surcoût. On a le cas, nous, avec la mutuelle santé et la mutuelle logement. Alors, donc, pour la mutuelle… il faut bien le vérifier parce que c'est vrai que les mutuelles sont très chères. Oui, alors par contre, la mutuelle santé, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est limité à un moment donné. Vous avez des mutuelles qui acceptent que l'enfant soit rattaché à l'un de ses parents. Ça peut être 25 ans, 26 ans, 28 ans. Souvent, au-delà de ces âges-là, il n'y a plus cette possibilité. Pas dans le cadre d'un handicap. En fait, si la personne est reconnue handicapée, 80%, en général, ils prennent puisqu'ils considèrent qu'elle fait partie intégrante de la famille, comme un enfant mineur. Oui, mais moi, j'insiste, c'est peut-être le cas pour votre… C'est contractuel, en fait. Ça n'est pas une obligation légale. Oui. Je suis d'accord, mais il faut vraiment le vérifier. C'est pas une obligation légale, mais il faut vérifier le contrat. Ah, oui. Donc, il faut absolument vérifier le contrat parce qu'effectivement, dans certains cas, vous allez pouvoir conserver l'enfant qui va effectivement bénéficier de la mutuelle de l'un de ses parents, mais vous avez d'autres mutuelles qui vont vous dire oui, OK, jusqu'à 28 ans, par exemple. Donc, c'est vraiment à vérifier. C'est contractuel. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à prendre contact avec eux si vous ne voyez pas clair. Parce que souvent, en plus, ce n'est pas des choses qui sont dites dans la notice que vous avez à disposition. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter pour avoir plus de précision. Parce que vous avez, par exemple, vous en avez, ils vont radier d'office sans vous interroger et vous n'allez pas nécessairement comprendre pourquoi. Mais c'est vrai qu'à partir du moment
souvent quand les enfants, en fait, ce qu'on vous demande pour rattacher votre enfant au niveau de la mutuelle santé, normalement, chaque année, on va vous demander son certificat de scolarité, par exemple, ou on va vous demander, dans votre cas, j'imagine, la preuve qu'il est toujours en situation de handicap, ce qui est quand même pas très rigolo, mais voilà, donc souvent, ils demandent chaque année de justifier par un document. Donc, n'hésitez pas effectivement à vérifier votre contrat. Pour tout ce qui est effectivement responsabilité civile, tout ça, c'est pas un souci. Là, je vous rejoins complètement. Tant qu'il est domicilié avec vous et dans votre foyer fiscal, en fait, il est protégé par votre contrat personnel, enfin par votre contrat, tout comme les autres membres du foyer, en fait. Donc, et puis, si vous avez réalisé une habilitation familiale, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc, après, il y avait… attendez, alors j'essaye de… Je me remets. Oui, effectivement. Donc, Michaela disait, et là, que ce soit pour la prévoyance ou que ce soit que ce soit dans le cadre de la prévoyance ou dans le cadre de quelle que soit l'assurance, que ce soit une assurance de prêt ou une prévoyance, effectivement, il n'y a que le médecin conseil de l'assureur qui doit voir le questionnaire de santé. Normalement, ce questionnaire de santé n'est pas vu par un commercial ou une autre personne, sauf si vous en décidez autrement. Donc, vous avez effectivement la possibilité pour les questionnaires de santé, vous avez la possibilité de les remplir seul chez vous ou de vous faire conseiller par votre médecin s'il accepte ou par quelqu'un de votre entourage qui vous donne un coup de main, par une assistante sociale d'une association, que sais-je, moi. Ça, vous pouvez le faire. Mais si vous décidez, par exemple, de prendre un courtier spécialisé dans le risque aggravé de santé, souvent, là, les personnes, en fait, vont remplir le questionnaire de santé avec le courtier qui connaîtra leur situation de santé. Mais ça, c'est parce qu'elle décide de partager… c'est la personne qui… chaque personne est propriétaire de son propre… de ses données de santé, en fait. Donc, si elle décide de les partager, elle peut, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et effectivement, c'est protégé. En tout cas, le médecin, lui, qui remplit, par exemple, un questionnaire de santé, lui ne pourrait pas le transmettre à qui que ce soit, parce que c'est soumis au secret médical. Mais si vous voulez le donner à votre courtier ou à votre banquier, on ne pourra pas attaquer votre courtier ou votre banquier, c'est vous qui lui avez donné. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est lorsque quand vous êtes parfois il y a des personnes qui prennent des petits prêts, des prêts à la consommation, des choses comme ça, et du coup qui remplissent, le banquier est avec eux et il va dire tout va bien, vous allez bien et vous n'avez pas de problème de santé. Et à ce moment-là, il coche que tout va bien et il vous fait signer lui approuvé et il envoie. Sauf que sur le coup, vous lui avez pas dit que vous preniez un médicament tous les jours pour la tension, que vous preniez un médicament pour la thyroïde ou que sais-je. Ce qui est parce que c'est pas bien grave non plus, mais malgré tout, c'est une donnée de santé importante pour l'assureur. Et donc, on a des personnes qui se font retoquer a posteriori quand elles demandent leur garantie parce qu'en fait, elles n'ont pas déclaré quelque chose au moment de remplissage de ce questionnaire de santé. Et souvent, c'est des choses qu'elles n'ont pas remplies parce qu'elles l'ont rempli vite dans le bureau du banquier. Donc, moi, effectivement, soyez prudents avec ça. N'hésitez pas à demander le questionnaire de santé et à le remplir à tête reposée chez vous à la maison. Donc, il y a une autre question qui est plus par rapport à une anticipation, c'est-à-dire quand l'enfant a 17 ans, vers qui on se tourne pour avoir des informations, pour avoir des avis finalement quand on commence à réfléchir à toutes ces questions. Alors, d'une part, j'imagine qu'ils peuvent se tourner vers vous. Je vais vous donner du boulot, mais vous êtes peut-être une des premières personnes qui peut répondre. Après, vous avez des associations comme la nôtre qui peuvent effectivement également répondre. Après, vous pouvez aussi avoir un conseiller patrimonial qui peut vous aiguiller sur certaines choses. Voilà, oui, il y a des associations, il y a les assistantes sociales,
Pour certaines choses, c'est le conseiller patrimonial. Pour d'autres, ça peut être un courtier spécialisé en risques aggravés de santé. Voilà, donc, mais bon, une des orientations possibles, c'est effectivement c'est notre association qui peut faire un point avec vous, mais qui ne résoudra pas tout avec vous, mais qui pourra vous réorienter en fonction des demandes. Alors, il y avait du coup aussi une personne qui est intéressée par le mandat de protection future. Alors, je suis désolée, ce n'était pas dans les questions listées. Voilà, qui souhaitait avoir quelques informations. Ça va être des informations un peu rapides parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ou est-ce que cette personne peut vous contacter pour avoir des informations plus précises? Oui, éventuellement, oui, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vous enverrai le PowerPoint. D'accord. Parce que je pense que écouter plus d'une heure d'intervention en visio, c'est quand même pas simple. Oui. Donc, mais je vous enverrai mon PowerPoint et la personne trouvera des informations dans le PowerPoint aussi. D'accord, merci. Et puis, ben, je sais, voilà, je vois rien d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, autrement, alors attendez, il y avait. Donc, oui, un point important, c'est que pour bénéficier des dispositions, donc pour accéder à l'emprunt, il y a deux conditions qui sont imposées. C'est d'une part que le montant total des crédits immobiliers aux professionnels détenus par l'emprunteur ne peut pas être, je me suis trompée, c'est supérieur à 320 000 euros. Et l'assuré doit pouvoir rembourser intégralement son crédit avant son 70e anniversaire. Donc, il y a aussi ces deux conditions-là. Alors, par exemple, si c'est un crédit immobilier, quelqu'un qui voudrait prendre un crédit immobilier pour s'acheter un appartement, mais qui envisage aussi d'avoir une activité professionnelle, ça va vite limiter les montants qu'on peut emprunter. Si vous habitez à Paris, c'est sûr que dans certains cas, 320 000 euros, c'est vraiment insuffisant. Donc là aussi, on est sur des actions de lobbying dans ce sens-là. Voilà, ben, je ne sais pas, il y a d'autres… je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. On est dans les temps, il est 11h35, voilà. Là, on a plus des remerciements qui arrivent, donc je pense oui, voilà. Bon, parfait. Ce que je ferai, c'est que je vous enverrai mon PowerPoint. Si je ne l'ai pas fait lundi ou mardi, n'hésitez pas à me relancer parce que c'est Octobre Rose. Donc, c'est un mois qui est particulièrement chargé pour nous. Mais n'hésitez pas. Et puis, pour les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter éventuellement, quoi. Déjà, vous avez Angela qui peut quand même répondre à beaucoup de choses, à mon avis. Mais après, s'il y a des choses autres, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra en sachant qu'actuellement, il peut y avoir un délai d'attente quand même. Mais si vous appelez, laissez un message, demandez à ce qu'on vous rappelle. Et nous, en principe, on rappelle même systématiquement toutes les personnes qui appellent, même celles qui ne laissent pas de message, mais à la limite, laisser un message, ça facilite quand même les rappels. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bon, c'était samedi.